est 16 heures et nous allons passer à la discussion sur Passeurs de monde, BD, roman, jeu de rôle, avec Fabrice Collin, Mathieu Gabory et moi-même, Nicolas Fructus. Donc ce que je vous propose de faire dans un premier temps, en fait ça va être un peu difficile de passer juste après Robin pour rebondir, pour ceux qui étaient là juste avant. Donc le principe de ce débat, c'est déjà que chacun se présente un peu au travers de son activité, de ce qu'il fait au quotidien. Donc vous avez ici deux écrivains et un illustrateur, et dont c'est pour vous expliquer un peu aussi ce qui peut se passer dans notre quotidien, au travers de notre activité principale, la façon dont on peut basculer aussi sur d'autres domaines. Ces autres domaines que sont l'adaptation. Alors c'est soit l'adaptation pure et dure de quelque chose que l'on a pu réaliser, ou alors c'est carrément de la ça peut être aussi de la commande, c'est-à-dire que l'on peut être appelé pour venir faire l'adaptation de quelque chose d'autre, de quelque chose que l'on nous demande de l'extérieur. Voilà. Donc, je vais vous demander dans un premier temps peut-être de vous présenter rapidement et peut-être de brosser aussi un peu les domaines, qui vont être nombreux, mais de brosser un peu tous les domaines d'application en partant d'écriture et qu'est-ce que ça peut toucher dans l'ensemble des médias. Bonjour à tous, donc, moi je suis Fabrice Collin, donc mon activité principale à l'heure actuelle c'est écrivain pour les adultes et pour la jeunesse en alternance. Comme Mathieu notamment, moi je suis né en 72 et on appartient à ce qu'on vient d'appeler la génération jeu de rôle un petit peu, c'est-à-dire que Mathieu vous expliquera son parcours, mais moi je suis venu à l'écriture par le jeu de rôle, par le biais du jeu de rôle. J'ai commencé à rédiger mes premiers scénarios dans des revues dans les années 90. Et bon, on va pas faire tout l'historique, mais j'ai publié mon premier roman aux éditions Nemos, qui était elle-même une émanation d'un éditeur de jeu de rôle qui s'appelait Multisime. Donc il y a eu une sorte de continuité comme ça. L'activité au sein du jeu de rôle, c'était créateur de monde, créateur aussi de règles de jeu, mais avant tout créateur de monde. Donc le passage vers le roman, il s'est fait assez naturellement. Et par la suite, j'ai multiplié aussi les activités autour de l'écriture. Alors moi, j'ai très peu touché aux jeux vidéo, seulement un petit peu par la bande sur quelques petits projets épars, mais je ne peux pas dire que je sois vraiment rentré dedans. J'ai fait un petit peu de scénario de bande dessinée en revanche, et puis voilà, des fois des pièces dramatiques pour la radio, des adaptations, donc des choses dont on pourra peut-être reparler, mais plutôt alimentaires, de séries, de dessins animés novélisés, c'est-à-dire on écrit les romans qui vont avec les séries télé pour prolonger un petit peu éventuellement le plaisir des spectateurs. C'est aussi un outil de promotion, il ne faut pas se le cacher. Et pour nous, auteurs, ce n'est pas vraiment une activité romanesque, comme je disais, c'est plus une activité alimentaire. Donc ça ne présente peut-être pas un intérêt démesuré par rapport au débat, mais enfin c'est bien de le signaler. Voilà. Mathieu. Bonjour à tous. De mon côté, le parcours est sensiblement le même, c'est-à-dire commencer par le jeu de rôle. Donc c'est une vocation d'imaginaire qui commence à l'âge de 11 ans avec les premières parties de jeu de rôle. Et à la suite de quoi, après avoir publié de la même façon Fabrice des scénarios, des choses comme ça, j'ai publié mon premier roman aux éditions de Nemos. Et c'est à partir de là que tout s'est enchaîné, entre guillemets. J'avais commencé en fait à publier un premier jeu de rôle professionnel avant le roman. Et c'est vrai qu'on est à l'origine sur un même principe qui est celui de l'imaginaire, c'est-à-dire concevoir, comme tu le dis, des mondes. Et la vraie différence, je crois,
c'est qu'à travers le jeu de rôle, on a expérimenté une écriture qui s'improvise, qui se construit, même si nous, on est en amont en tant que scénariste et qu'on doit poser un monde cohérent, on va poser des histoires. Je pense que ça va être l'objet du débat, parce qu'on est là pour dire en quoi consiste être passeur de monde, mais la vocation, je pense, de tous ces médias, c'est-à-dire, moi je travaille beaucoup par exemple dans le jeu vidéo en tant que scénariste, et c'est des espaces de liberté et d'expression qui sont très très différents. C'est-à-dire, dans le jeu de rôle, vous avez une liberté totale, je crois qu'on l'a tous ressenti ici, c'est-à-dire, vous êtes sur un média qui s'autorise tout ce qui est possible, puisqu'il est limité par la seule imagination de ceux qui le créent et ceux qui le jouent. Donc à ce titre-là, le jeu de rôle est un espace merveilleux, aux deux sens d'ailleurs. En revanche, par exemple, dès lors que vous entrez dans le jeu vidéo notamment, qui est un média de masse, avec des contraintes énormes en termes de marketing, en termes de conception, parce que l'ensemble des métiers qui interviennent sur le jeu vidéo sont terriblement complexes, et il faut pouvoir jongler avec tout ça. Et l'intérêt, je crois, de ce qu'on a pu vivre à travers nos parcours respectifs, c'est à la fois d'avoir à l'origine cette idée fondamentale qui est celle de l'histoire et des personnages. En revanche, après, la multiplication des supports, le cinéma, le scénario proprement dit, ou le roman, fait que vos histoires vivent profondément, de manière très très différente. Enfin, moi, pour avoir expérimenté l'essentiel de tout ça, j'ai le sentiment qu'on a, à travers le jeu vidéo, par exemple, on est sur un votre concept est raffiné en permanence. Vous allez arriver avec des ambitions, des envies, et à l'inverse du roman où la liberté, je crois, est totale, au même titre que le jeu de rôle, le jeu vidéo fait partie des médias les plus contraignants à ce titre-là. Et je pense que l'imaginaire, finalement, souffre assez vite, je pense, des contraintes. Je peux en parler en connaissance de cause, parce que j'ai vu combien la création dans le jeu vidéo est tordue en permanence, et vous oblige à faire de telles concessions qu'au final, ce qui fait l'essence un petit peu de la création, c'est-à-dire des idées neuves, des idées qui veulent faire bouger un peu les choses, et qui veulent faire en sorte que l'imaginaire soit vivant et ne soit pas poussiéreux. Dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui n'arrive pas, ou très peu, c'est très rare. Et là, je vais peut-être... je vous laisse rebondir. Non, juste un mot pour dire que ça me fait penser à la... Moi, comme j'ai dit, je travaille très peu pour le jeu vidéo, mais ça me fait penser à la télévision. Je suis entré un tout petit peu dans ce média-là à un moment, et c'est vraiment la même chose. Je pense que c'est d'abord des contraintes d'ordre financier, alors, qui sont plus ou moins naturelles. C'est-à-dire qu'on va un petit peu souvent au devant des envies et des réticences des gens. Alors, peut-être dans la télé, les contraintes sont d'un ordre un peu différent, mais il y a pas mal de contraintes, notamment morales, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, si dans une histoire, un personnage éprouve du plaisir en buvant de l'alcool, il se peut, enfin moi j'ai déjà vu ça chez France 3, on vous dit non. C'est-à-dire non, quelqu'un ne rentre pas chez lui et se sert pas un whisky en disant ah ça va faire du bien un whisky, parce que ça serait dire que voilà, l'alcool peut procurer ce plaisir-là. De la même façon, on ne va pas pouvoir faire une fiction sur le dopage sportif, tout simplement parce que les chaînes vont diffuser après un match ou une course de vélo, donc ça serait un peu malvenu. Où il y a plein de tabous, quoi. Voilà, on ne fait pas un truc avec des enfants qui meurent, par exemple. Ou alors, il faut vraiment que ce soit amené de façon très particulière, et en aucun cas, ça peut être un bébé, par exemple. Ça, c'est un tabou absolu. Le bébé mort, ça n'existe pas. Alors qu'on peut voir ça dans des séries américaines. C'est en ça que je dis que, parfois, il me semble, en tout cas dans la télé, qu'on va au-devant d'éventuelles réticences de, par exemple, la ménagère de moins de 50 ans, en disant, ben non, là, les gens, ils vont être choqués, là, les gens, ils vont pas aimer. Mais en vérité, on vient vous chercher, vous, parfois, comme scénariste, en tant que fan de séries américaines qui battent en brèche tous ces tabous-là. Moi, quand j'ai été contacté par des producteurs comme ça, ils m'ont dit alors qu'est-ce que tu aimes bien? J'ai dit par exemple Soprano, The Shield, Six Feet Under, etc. Et les gens sont là en disant ouais, comme nous, c'est super.
Et là, je me dis, ah bah ça, effectivement, ça va être génial. Et ensuite, en gros, on passe un an à vous expliquer que surtout, ça va pas être possible de faire ça, quoi. Il me semble que dans le jeu vidéo, il y a surtout des contraintes peut-être financières, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer telle ou telle scène parce que ça va être trop compliqué, ça va coûter trop d'argent. Oui, et puis je vais même être plus méchant en règle générale, parce qu'il y a une censure morale qui existe dans la production, que ce soit d'ailleurs jeux vidéo, parce qu'il peut y avoir la même chose. Un bout de sein en jeu vidéo, c'est juste impossible à cause du marché américain. Enfin, il y a des contraintes similaires, mais au-delà de ça, l'habitude des contraintes morales et des contraintes techniques liées au budget, ce sont des gens qui commencent à parler à partir de 50 millions d'euros. Donc il y a de tels enjeux que les décideurs ne sont pas les créatifs, dans tous les cas. Donc à partir du moment où ce n'est pas le créatif qui est le décideur, ça va passer dans la grande machine à laver de la production, qui vont être soit la société qui développe, qui produit soit la série télé, soit le film, soit le jeu vidéo, mais il va y avoir également tous les décideurs de la chaîne, de la chaîne de production. Donc la chaîne qui va diffuser ça, les partenaires, après les partenaires étrangers, enfin chacun va avoir son mot à dire. Donc c'est vrai qu'il y a une réduction drastique du travail d'origine en fait. Maintenant, moi j'aimerais juste revenir un tout petit peu en amont sur la nature de tous ces boulots qui ont des implications après dans différents domaines, que ce soit de la BD, du jeu vidéo, du dessin animé. Ce sont des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans non plus. C'est-à-dire que moi j'ai le souvenir, j'ai fait une école de dessin avec une formation d'illustrateur. Quand j'ai passé 3 ans avec des professeurs, on était une tablée à ne faire que du fantastique. Parce que grosso modo, il faut dire quand même que tous les trois, il y a le jeu de rôle auquel on a beaucoup joué, il y a le fait que l'on travaille tous les trois dans le fantastique, et que c'était un domaine, notamment pour l'illustration, qui était quasiment inatteignable dans les années 90. Moi, je suis sorti d'école en 91, avec des profs qui, pendant 3 ans, nous ont dit « Arrêtez les gars, faites autre chose, quoi. Arrêtez, faites surtout pas du fantastique, il n'y a plus de boulot. » Alors oui, ils appartenaient à une génération qui était en train de mourir. C'est-à-dire qu'en illustration, l'illustration fantastique était en train juste de crever. L'illustration française, pas l'anglaise ou les couvertures de romans américains ou anglais, ça, il n'y a jamais eu de problème. Mais en France, oui, c'était le cas. Mais ces mêmes profs ne voyaient pas qu'en sous-main, il commençait à y avoir le démarrage de l'informatique, des jeux vidéo, de la télévision, du cinéma, tout ça, et toute la progression de la bande dessinée aussi, qui ont fait du rentre dans le tas. Et on est une génération qui, typiquement, a commencé au démarrage de tous ces nouveaux médias. Et moi, c'est une question aussi que j'ai pour vous par rapport à ça, parce que d'un point de vue dessin, c'est une évidence. Pour nous, on est passé d'un métier à 20 métiers. Alors après, ça n'empêche pas qu'il y a encore l'illustration traditionnelle, quoi, comme on pouvait la concevoir il y a 20 ans, qui est toujours là, qui est la couverture de livres, et qui représente une part infime du travail. Et que vous, par rapport à ça, c'est comment vous avez commencé par rapport au moment où vous avez commencé à écrire, c'est-à-dire quel était à peu près l'état de ça, c'est-à-dire quel était l'état des médias, et au-delà de ça aussi, vous avez travaillé dans beaucoup de domaines différents. Est-ce que c'était un choix ou une nécessité? Il y a ça aussi. Nous, du côté de l'illustration, c'était une nécessité de changer de domaine. Après, on était un certain nombre très contents d'aller faire du dessin animé, aller faire des petits Mickey, c'était très marrant, mais ça peut avoir aussi un temps. Voilà. Donc quel est votre